Bien, bonjour à tous et toutes. Nous allons commencer notre activité du jour, notre troisième cours magistral. Ce cours magistral, il va poursuivre et terminer les connaissances dont vous avez nécessairement besoin pour enchaîner sur les autres apprentissages. Autrement exprimé, il se manifeste dans les cours de linguistique des connaissances qui sont des connaissances relativement basiques pour l'enseignant et dont il a besoin pour réaliser, programmer, penser son enseignement. Alors, nous avions vu, c'était la fin de précédent point, que le langage, c'était une aptitude, que les langues, c'était la mise en application de cette aptitude à communiquer. Et puis, nous avions vu que les langues, elles fonctionnaient toutes de manière différente. Il y a des regroupements de grands modèles de fonctionnement, mais chaque langue est un découpage en soi du réel. La langue, c'est une sorte de grille d'interprétation du réel, c'est une sorte de patron, de modèle qui est posé sur le réel et qui met des mots sur le réel environnemental. Plus exactement, c'est le principe inverse. C'est le réel qui incite la langue à le décrire et le nommer. Je disais que dans un environnement dans lequel nous avons en permanence de la neige, il est évident que le peuple qui habite là définira ce réel de manière plus précise qu'un habitant d'une zone tropicale et qu'il mettra des mots sur les objets qu'il verra. Je vais vous donner un exemple tout simple encore, en gascon. Gascon, c'est la langue qui se parlait du côté de Bordeaux, Bordeaux, la Gascogne donc. En gascon, nous avons une langue, et cette langue, elle a un mot qui est bédossa, B-E-D-O-S-A. Qu'est-ce que c'est qu'une bédossa? Pour rendre ça en français, il faut tout un ensemble de mots, parce que c'est une réalité topographique, c'est une réalité dans l'environnement qui n'existe pas chez nous. C'est une plaine humide et herbeuse entre deux dunes de sable. L'Atlantique, l'avant circule les marées, et ces marées, elles laissent des grandes surfaces, quand la mer se retire, des grandes surfaces qui sont inaccessibles quand la marée est haute. Et dans ces grandes surfaces, il y a évidemment du sable, mais il y a aussi des plaines herbeuses, humides, entre les dunes de sable. C'est une réalité, donc c'est une sorte de sable mouvant, si vous préférez. Mais c'est une réalité locale, et donc la langue locale, elle a nommé. Nous, on arrive, on regarde ça, on dit, tiens, la plage est beaucoup plus grande qu'elle n'était hier. La mer s'est retirée. Oui, mais l'autochtone qui vit en permanence là-dedans, il sait où il faut marcher, où il ne faut pas marcher, et il a donc donné à certains endroits des noms qui permettent de signaler des dangers. Donc le réel, il est découpé par les langues, et chaque langue découpe le réel de manière différente. Alors, un point suivant, un point un peu plus large et un peu plus long, de même que nous avions langues et langages, de même que nous avions origine des langues, de même que nous avions fonctionnement du langage, un nouveau point qui est définition du signe, définition du signe, si vous préférez du morphème, ce qu'on appelle aussi du modem. Les langues, elles reposent sur des éléments
lexicaux, des noms, voiture, radiateur, table, chaise, et elle repose aussi sur des éléments grammaticaux. Quand je parlais de type de langue, les langues agglutinantes, flexionnelles ou isolantes, on parlait de ces éléments grammaticaux, comment les langues, elles organisent des éléments grammaticaux. Elle est donc faite, la langue, les langues, elles sont donc faites d'un découpage du réel, et ce découpage du réel se singularise en particulier par le fait que la langue possède des morphèmes, des signes, des mots. Alors, que faut-il avoir, de quoi faut-il avoir conscience sur ces signes, sur ces morphèmes? Eh bien, tout d'abord, ils mettent en relation ce qu'on appelle un référé et un référent. Référé et référent. Celui qui a défini le signe, j'en ai parlé lors de notre précédente séance, c'est Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, c'est un linguiste suisse des années 1900 qui a proposé à ses étudiants un cours de linguistique tout à fait révolutionnaire et qui n'a pratiquement jamais rien écrit lui-même. Il a écrit quelques textes sur le latin. Mais ce n'est pas ses cours de latin qui étaient révolutionnaires, c'était ses cours sur la langue. Et c'est ses étudiants qui, à sa mort, ont compilé leurs cours pour faire connaître les enseignements de Saussure. C'est devenu un ouvrage qui s'appelle Cours de linguistique générale. Et dans ce cours de linguistique générale s'expriment des idées absolument révolutionnaires pour cette époque-là. Par exemple, que la langue est faite de mots qui sont arbitraires, les signes sont arbitraires, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, qu'il n'y a pas de réalité en soi d'un objet et de son nom. Il n'y a pas un nom qui est absolument attaché à un objet en soi. Je vous ai expliqué ça la dernière fois, c'est que dans la période antérieure à Saussure, donc avant 1900, mais surtout avant le XVIIIe siècle, on pensait que Dieu ayant créé les objets, ces objets avaient des noms propres, des noms qui s'exprimaient en vrai dans la langue de Dieu. Et cette idée-là a été abandonnée au XIXe siècle, XVIIIe, surtout XIXe, mais c'est Saussure qui a théorisé la chose en disant que chaque langue met des noms sur les objets, mais aucun de ces objets n'a un vrai nom en soi. Et c'est d'une certaine importance parce que pendant très longtemps, on a essayé donc de chercher quel était le vrai nom des objets. Une quête un peu vaine pour nous au XXIe siècle, mais c'était une idée. Donc, que fait la langue? Eh bien, elle met en relation un objet extérieur avec un signe linguistique, un objet linguistique. Quand nous avons un objet extérieur, et donc ce n'est pas un dessin que je vous fais, mais c'est une voiture, quand nous avons une voiture, quand nous avons un cheval, quand nous avons une chaise, ça c'est un objet extérieur. Et la langue, eh bien, elle va trouver un ou plusieurs signes, morphèmes, pour désigner cet objet. En français, on aura voiture, on aura taco, on aura bagnole, avec des connotations un petit peu différentes, mais en tout cas, l'objet sera désigné, l'objet extérieur sera désigné par des mots. Et toutes les langues fonctionnent de ce principe-là, mettre des mots sur des objets. Je vous avais donné l'exemple de car, coche en espagnol, ou simplement voiture. Voiture qui montre que chaque langue met un mot, et ce mot n'est pas forcément, n'est pas meilleur, je veux dire, dans une langue que dans une autre. Simplement, il peut avoir plus ou moins de sens dans une langue ou dans une autre. Le référé, c'est l'objet. C'est ça, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Et puis, ce qui le désigne, ben, c'est stylo, télécommande, tableau, pupitre. C'est le mot que l'on utilise.
Et donc, c'est ce mot qui le désigne, qui varie d'une langue à une autre. Pencil, pen en anglais, stylo en français. Donc, le principe d'une langue, c'est de mettre sur le monde extérieur des termes. Le monde extérieur existe en dehors de nous, et la langue, elle prend ce monde extérieur et elle lui met des mots. Elle place des mots sur ce monde extérieur. Ces mots, ils ont une particularité, c'est d'avoir ce qu'on appelle une polysémie. Alors ça, c'est très important de se rappeler cela. Il y a une polysémie des mots, polysémie des signes, polysémie des morphèmes. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs sens. Poly, plusieurs, et sémie, sens, plusieurs sens. Pourquoi est-ce très important de se rappeler que les mots ont plusieurs sens? Parce que c'est tout ce qui fait l'ambiguïté du langage. Tout ce qui fait l'ambiguïté de la lecture, de la parole, de la communication. On utilise toujours une langue pour être compris de nos interlocuteurs, mais l'interlocuteur, il doit saisir non seulement le sens global de ce qu'on lui dit, mais le sens précis. Il doit donc saisir dans les sens pluriels que peut avoir un mot, celui qui s'applique au moment exact où il parle. Polysémie, plusieurs sens, donc, pour un mot. Je vais prendre un exemple tout simple, celui qui est ici. Si vous êtes sur le quai d'une gare et que le chef de gare dit en voiture, ben, ce qui est désigné par le mot voiture en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle aussi un wagon. Et ce n'est pas du tout cet objet-là, c'est une voiture de chemin de fer, c'est un wagon de chemin de fer. Donc c'est le même mot, mais ce même mot a une réalité très multiple. Une réalité très multiple qui se manifeste en particulier dans les expressions imagées. Le mot chat, quand il est dans la gorge, ce n'est pas tout à fait la même créature. J'ai un chat dans la gorge, ce n'est pas évidemment le même sens, tout à fait le même sens, que quand je dis que le chat a mangé une souris. Donc les mots renvoient à des objets du réel et chaque langue investit ces mots d'une variation de sens plus ou moins importante. Je vous donne un exemple en anglais. Nous avons un mot anglais qui est crane. C-R-A-N-E, crane. C'est un faux ami. Le crâne, ce que nous avons dans la tête, c'est skull en anglais. S-K-U-2-L. Donc crane, ça ne désigne pas du tout le crâne. Ça désigne une sorte d'échassier, une sorte d'oiseau des marais. En français littéral, c'est grue. Une grue. C'est une sorte de héron, une grue. Mais s'il y a une équivalence directe, il y a une bestiole, une sorte d'échassier, un oiseau, il se dira en français crane, il se dira, il se dira en français grue, il se dira crane en anglais. Il n'empêche qu'il y a des sens qui sont associés à ces deux mots qui ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Si vous désignez une jeune fille en anglais par le mot crane, ça veut dire qu'elle est haute sur pattes. L'échaffier, un héron, voilà, est très, très grande. En revanche, en français, dire d'une jeune fille que c'est une grue, ben, c'est une insulte. Ça relève plutôt de sa vie personnelle et privée. C'est qu'elle a plutôt des amants nombreux. Et donc, ce n'est pas du tout le même sens. Entre, d'un seul coup, être haute sur pattes ou avoir une vie dissolue. Ouais. Deux dimension, l'un qui est purement physique, qui est une comparaison, et puis l'autre qui a une valeur morale. Donc nous avons des mots qui possèdent des sens très différents. Vous savez aussi que
les langues utilisent ces mots dans des images, dans des expressions imagées, et chaque langue, découpant le réel différemment, utilise ces expressions imagées avec des écarts assez importants. Quand on dit en français « il pleut des cordes », l'imaginaire français voit bien à peu près ce que ça peut vouloir dire. C'est que la pluie est tellement continue, la pluie est tellement drue, la pluie tombe tellement qu'on a l'impression que ce sont des cordes, des lignes de pluie qui tombent du ciel. De même, une variation, il pleut des hallebardes. Ça ne s'emploie plus trop du fait que les hallebardes ne sont plus spécialement en usage de nos jours. C'est une grande pique de hallebarde qui servait à faire la guerre. Donc, il pleut des hallebardes, ben, ça voulait dire qu'il pleut tellement et la pluie tape tellement fort qu'on a l'impression de se faire transpercer par une lance. Bon, ben, ça, c'est une expression qui est fabriquée avec les mots du français et dans un imaginaire français. En anglais, qu'est-ce que c'est, il pleut des cordes? Oui, il pleut des chiens et des chats. Alors pourquoi? Ben, il faudrait demander à un anglophone exactement le sens ajouté qu'il met là-dessus. On pourrait dire que c'est parce que nous sommes comme sous la pluie, comme un chien et un chat peut-être. Les chiens et les chats sont ennemis. Nous, quand il pleut à fond, ben, nous sommes là-dessous comme un chien serait vis-à-vis d'un chat ou un chat. Nous sommes dans un élément hostile, peut-être. C'est cette idée-là qui pourrait émerger. Quand les poules auront des dents, en espagnol, c'est quand les grenouilles auront des poils. Cuando las reinas tendrán pelos. Quand les grenouilles auront des poils. Bon, voilà, il y a une transformation du monde extérieur par des images imagées dans chaque langue. Le mot, il a plusieurs sens. L'apprentissage de ces différents sens, c'est l'objet de l'apprentissage du lexique dans notre école primaire. Et ces mots fabriquent dans chaque langue des images très différentes. Qu'est-ce qu'il nous faut encore maîtriser dans les notions linguistiques que vous aurez à utiliser? C'est l'idée que la langue, elle évolue. Nous avons vu cela qu'il y a une origine des langues, mais il y a aussi une stabilisation des langues. Alors, un autre point, évolution du français. Évolution du français. Nous avons vu que le français, c'est une langue latine qui est elle-même issue d'une autre langue qu'on appelle l'indo-européen. Langue latine, le latin est une langue indo-européenne. Nous avions donc une langue d'origine qui a muté, qui a évolué, qui s'est transformée. Cette langue d'origine devient, dans un lieu très particulier qui est la région romaine, une langue, la langue latine, et cette langue latine s'impose pour des faits militaires et civilisationnels sur l'ensemble de la Méditerranée. Une remarque, d'abord, sur l'imposition des langues ou la domination des langues. Le français, c'est la langue que nous parlons aujourd'hui. Nous parlions latin il y a 2000 ans, et 1000 ans avant encore, une autre langue. Je disais que le latin, c'était la langue d'une zone très restreinte, la région romaine. Pourquoi est-ce que le latin ou le français arrive maintenant à dominer un espace extrêmement vaste? Quel est le principe qui fait que nous avons une langue qui occupe un territoire large, qui dépasse
peut-être son lieu initial d'émergence. Autrement exprimé, pourquoi la langue latine qui se parle à 50 km autour de Rome, une petite bourgade d'Italie, est devenue la langue de la Méditerranée, et pourquoi le français est devenu la langue de la République française? Pourquoi est-ce qu'une langue s'impose comme langue dominante par rapport à d'autres langues? Alors, une remarque tout d'abord, le français, c'est une langue qui se parle, évidemment sur tout le territoire national maintenant, mais son bassin d'origine, qu'est-ce que c'est le français? D'où est-ce qu'il vient, le français proprement dit? Je vous disais qu'à Bordeaux, il se parlait gascon. Je vous ai dit à un autre moment de notre cours qu'il y avait un niçois, une langue de Nice, Nice, sud de la France. À un autre moment, je vous ai dit que le breton, ce qui se parle en Bretagne, c'est la langue indo-européenne, c'est une langue indo-européenne, mais pas du groupe latin, du groupe celtique. Alors, le français, où est-ce qu'il émerge? Quand est-ce qu'il émerge? Et ce français, comment se fait-il qu'il s'est imposé partout? Plusieurs questions. Première trace écrite du français d'abord, parce que je vous dis 2000 ans ici, 1000 ans là, aujourd'hui, 2000 ans avant. Quelle est la première trace que nous ayons véritablement du français? Quand on a une trace écrite de quelque chose, c'est une preuve que c'est quelque chose existe. Donc, quand est-ce que le français a été pour la première fois écrit ou autrement exprimé? Quand est-ce qu'on a arrêté de parler latin sur notre territoire? Personne ne sait. Charlemagne. Charlemagne, c'est quand à peu près Charlemagne? 800. Bon, une date facile à retenir. En 800, le 25 décembre 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape à Rome. Donc, 800. Eh bien, c'est presque ça. C'est presque ça, puisque la première manifestation écrite du français, c'est 843. 843, c'est ce qu'on appelle le serment de Strasbourg. Serment de Strasbourg. Strasbourg parce qu'il est à Strasbourg. Le document est à Strasbourg. Mais il renvoie à un événement politique qui se passe à Verdun, c'est pas très loin d'ailleurs, qui est une alliance, un serment, entre les petits-enfants de Charlemagne. Alors, je vais vous montrer ce serment de Strasbourg pour en placer un petit peu le contexte. Charlemagne, il a un fils. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lègue son empire à ce fils. Immense empire qui va de la Normandie jusqu'au milieu de l'Italie, le Piémont, qui va jusqu'à l'Autriche et qui va jusqu'à Barcelone, à peu près. Un immense empire. Cet empire, il le lègue donc à son fils. Son fils, il a 3 enfants. Et ces 3 enfants se partagent l'empire. Se partagent l'empire en 3 bandes. 3 bandes nord-sud. Et en 843, eh bien, 2 d'entre eux s'allient pour aller attaquer le 3e. Il va y avoir reconcentration de l'Empire. En fait, les 3 frères vont s'éliminer les uns les autres. Il n'y en a qu'un seul qui va garder la totalité de l'Empire. Mais en 843, à Verdun, 2 des frères s'allient pour attaquer le 3e. Et ils signent un traité. Et ce traité, eh bien, c'est la manifestation d'une langue nouvelle. C'est la manifestation d'une langue
qui, pour l'instant, nous montre ce traité, qui n'est pas du latin. Qui n'est pas du latin, c'est ce qui deviendra du français. Oui. Nous savons donc avec certitude que en 843, au 9e siècle, ce qui était le latin a suffisamment évolué pour ne plus en être. Voilà à quoi il ressemble ce traité. Cette patte de mouche écrit à la plume, évidemment, sur un parchemin. Mais quant à son texte, eh bien, ce n'est plus du latin. Pro Deo amor et pro Christian Poblo et nostro commun salvament, disdi en avant it quam Deus savir et podir mecunat, si salvarai et ossis meon fradre Carlo et in aiuda et in caduna cosa, sicum perdreit son fradra salvardift, inoquid imal tresi facet, et a bluter nul pled nunquam André, oui, meon bolsist meon fradre Carle in dam docit. C'est clair. C'est pas tout à fait du français moderne. Mais en tout cas, c'est ce qui deviendra du français. Et de fait, si on fait un petit peu d'effort, eh bien, on peut comprendre ce que ça veut dire. Pro Deo amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas donc, plus fort. Pour l'amour de Dieu. Et pro Christian Pueblo et nostro comme un salvament. C'est quoi le pueblo en espagnol? El pueblo. Et Christian, Christian, le prénom Christian, c'est chrétien, le mot chrétien moderne. Donc pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien. Et nostro, alors c'est presque l'espagnol aussi, nostro, notre, comme un salvament, salvar, sauver. Donc salvament, la sauvegarde. Pour l'amour de Dieu, pour le peuple chrétien et notre sauvegarde commune, dit en avant. Alors ça, c'est un petit peu plus dit, c'est dia. Dia, el dia, c'est le jour. Donc, de ce jour en avant, de maintenant à plus tard. In quam Deus savir et podir medunat. Medunat me donnera, quand Dieu me donnera, me donna, le savoir et le pouvoir. Si salvarei enonsis meon padre Carlo, eh bien, je sauverai celui-ci, mon frère Karl, il s'allie avec son frère Karl, et in ayuda et caduna cosa, et en aide, ayudar en espagnol, et en chaque caduna chose, si comme un père Drake son fradra salvadrift, comme on, par droit, son frère doit sauver. Je lui apporterai de l'aide en chaque chose, comme on doit le faire, par droit, avec son frère. Bon, puis ça continue comme ça, vous avez vu le texte, c'est très très long. Ils finissent par s'allier et déclarer la guerre à l'autre frère, qui est Luther. À Luther, nulle aide, jamais je ne donnerai. Je ne prendrai. Voilà, on a une trace écrite. On a une trace écrite qui nous dit que au IXe siècle, ce que les gens parlent, et donc ce qu'ils écrivent, c'est du latin suffisamment modifié pour qu'il n'y ait plus de relation directe avec le latin. On ne peut plus dire que ce soit du latin,
c'est autre chose. Je vous rappelez que je vous avais présenté quelques petites évolutions possibles. Il y a une soixantaine de règles d'évolution du français au latin. Eh bien, les mutations sont en cours. Les mutations sont en cours et on écrit ce qu'on prononce et on parle cela, ce qui est ici. Alors, ce n'est pas encore du français, mais ça va le devenir progressivement par des lois d'évolution. Évolution qui vont faire que le français va évoluer. Ce français, donc, on sait qu'il commence à se pratiquer au IXe siècle, mais la question, c'est comment est-ce que ce français fait pour devenir la langue unique de notre territoire. Alors, une question antérieure que nous n'avons pas résolue, c'est cette langue-là, elle se parle plutôt où? C'est-à-dire l'origine du français, c'est plutôt quoi? Si je fais une petite carte. Bon, ouais, c'est à peu près ça. C'est pas ce qu'on peut. Bon, vous faites un hexagone, ainsi, voilà, vous faites un 5 côtés. Bon, ben, là, l'Alsace, dans le coin d'Alsace, il y a encore un siècle. Alors, ils ne se parlent pas l'allemand, ils se parlent l'alsacien. C'est une variation de l'allemand. C'est comme le suisse allemand. Le suisse allemand, ce n'est pas de l'allemand, c'est du suisse. Il y a une origine allemande. Et l'alsacien, ce n'était pas du tout l'allemand, c'est une langue. J'ai effacé ici, là. L'alsacien, c'est une langue qui ne dérive pas du latin, mais qui dérive du haut allemand, du groupe indo-européen. Vous vous rappelez qu'il y a des groupes. Hein, il y a le groupe latin, le groupe grec, le groupe indo-iranien, le groupe grec, etc. Bon, qu'est-ce qui se parle là-dedans, dans cette zone-là, ici, en Bretagne? Breton, c'est-à-dire que nous sommes sur une langue bretonne qui est non pas du groupe latin, mais qui est du groupe 7 de l'indo-européen. Ici, par là, la Normandie, il se parle le norrois. Qu'est-ce que c'est que le norrois? Pourquoi est-ce que ça s'appelle la Normandie, cette zone-là? On a des lacunes en histoire, surtout de la connaissance du territoire français. Les relations entre Rollon et Charles le Chauve. Et rien à personne. Bon, pourquoi la Normandie, ça s'écrit, ça s'appelle la Normandie, et pourquoi les Normands, ils s'appellent Normands? Essayez un peu de réfléchir. Nord, Mans, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire Nord et Mans? Ça pourrait vouloir dire homme du Nord. Homme du Nord. Nord, man, homme du Nord. Et ça donne Normandie, la zone des hommes du Nord. Alors, pourquoi est-ce que cette zone-là, qui est l'embouchure de la Seine, vous êtes un peu, l'embouchure de la Seine, c'est-à-dire que c'est un grand fleuve qui passe comme cela et qui arrive à Paris. Bon, eh bien, parce que c'est des Vikings. Voilà, c'est ça la réponse. C'est que 9e, 10e, 11e siècle, les Suédois, les hommes du Nord, débarquent en masse sur toute l'Europe, sur toute la Méditerranée, sur tout l'Occident. Ils remontent les fleuves, ils vont même piller jusqu'à la Bourgogne, dire si ils voyagent beaucoup. Et puis, à un moment donné, pour arrêter l'invasion, un roi de France, qui n'est pas Charles le Chauve, comme j'ai dit, mais Charles le Gros, petite confusion de ma part. Donc, on est là à la fin du IXe siècle. Il leur donne un bout de territoire en leur disant maintenant, ça c'est à vous. Puis vous allez faire tampon avec vos copains du Nord et vous allez
protéger le royaume de France. Cette région ici, c'est donc la Normandie, qui devient le territoire des hommes du Nord, à qui on donne un duc, un chef, qui est le chef des Vikings, qui s'appelle Rollon, qui sera le premier duc de Normandie. C'est un peu important tout de même d'avoir des idées sur l'histoire de France, parce que son petit-fils, à Rollon, il fera beaucoup parler de lui. Son petit-fils, c'est Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, ça dit quelque chose à quelqu'un? Guillaume le Conquérant, en 1066, donc au XIe siècle, son petit-fils va conquérir le royaume d'Angleterre. Et s'il y a à peu près 2 tiers des mots anglais qui sont d'origine française, s'il y a de genre crâne, même si ça ne désigne pas la même chose, n'empêche que, il y a 2 tiers des mots du vocabulaire anglais qui sont d'origine française, c'est parce que, à un moment donné, Guillaume le Conquérant, qui parlait donc à la fois norrois, c'est la langue de ses ancêtres, et français, ben, il a conquis la Grande-Bretagne. Et il l'a occupé pendant quelques siècles. Le résultat, c'est qu'il a apporté sa langue là-bas. Donc, en tout cas, ici, il se parle une langue qui est du groupe germanique, le norrois. Ici, chez les Ch'tis, la Lorraine, le Nord, il se parle le picard. Par ici, la région de Bordeaux, la Gascogne, parle le gascon. Ici, là, le niçois, petite langue tout à fait mineure, mais ce niçois, il appartient à un groupe linguistique beaucoup plus vaste. Il occupe tout le sud de la France. Ça s'appelle comment, le sud de la France? Ça s'appelle la Provence. Donc la langue, ce sera le provençal. Pourquoi est-ce que la Provence s'appelle comme ça? C'est un mot latin. Pourquoi la Provence s'appelle Provence? Eh bien parce que au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la première zone que les Romains ont conquise, avec une capitale qui se trouve ici, qui s'appelle Narbonne. Narbo Martius en latin. Les Romains ont conquis tout le sud de la France. Et ils lui ont donné le nom normal quand on est un grand empire, ils l'ont appelé province. Il y a une capitale et puis il y a des provinces. Et ils l'ont appelé province, et c'est resté dans notre vocabulaire, c'est la Provence. Quand on dit que César conquiert la Gaule, il parle de la province, il parle de Narbonne, parce que toute cette région-là leur appartient déjà. Franche-Comté, on parle la même chose qu'en Savoie. La Savoie, c'est donc le pied des Alpes, c'est le franco-provençal. Franco-provençal. Bogne, Lyon, c'est une langue latine aussi. Et puis, ben, il nous reste quoi? Ben, il nous reste finalement une zone relativement limitée qui est autour de, par là. Alors, votre camarade a dit l'Île-de-France, effectivement. Ben, c'est là que se parle le français. Il y a encore un siècle, la France était à peu près comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on parlait absolument partout des langues différentes. Comment se fait-il, donc le français, c'est la langue de l'Île-de-France. Alors, comment se fait-il que cette langue-là, elle ait réussi à dominer toutes les autres? Imposition des langues. Comment se fait-il que la langue que parlait dans cette petite région-là soit la langue qui ait dominé toutes les autres? Alors, presque, parce que je vous ai dit que le duc de Normandie, c'est un noble, il parle pas tout à fait la même chose. Ici, on a une énorme dynastie qui sont les ducs d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine et quelques autres.
sont des très très puissants seigneurs, très très riches par l'agriculture locale. Donc, ce n'est pas forcément la langue des nobles. Mais on s'y approche beaucoup. La réponse est presque celle-là. Clergé, non, la clergé, c'est maintenu sur le latin. Alors, on a dit 1539, Édith Villers-Cotterêts, c'est une tentative d'imposition, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'il veut imposer celle-là, le roi? Pourquoi veut-il imposer le français et n'a-t-il pas choisi le breton ou une autre? Pourquoi le roi de France, il dit, cette puzzle linguistique, il dit, bah, je vais imposer cette langue-là. Voilà, on a la réponse, elle est aussi simple que ça. C'est que les rois de France sont issus dans notre histoire, non pas de Gascogne, non pas de Normandie, les rois d'Angleterre, oui, mais pas des nôtres, non pas de Picardie ni d'Alsace, les rois de France, ils sont issus de l'endroit où ils ont placé leur capitale. Les rois de France, ils ont désigné une ville comme capitale. Pourquoi? Parce que c'était la leur. Exprimé à peine différemment, les rois de France sont une dynastie royale qui vient de Paris. Alors, comment ils s'appellent les rois d'Angleterre actuellement? Leur nom de famille, c'est quoi? Charles, vous êtes d'accord que c'est un prénom, comme Elisabeth, c'est un prénom. Il s'appelle Windsor. Alors, c'est quoi le nom des rois de France? Il s'appelle Charles, il s'appelle Louis, il s'appelle, etc. Mais leur nom, qu'est-ce que c'est? Oh, je veux bien qu'on soit une république, mais enfin, dans le procès de Louis XVI, quand il est accusé d'être un traître à la patrie, quand il est jugé, quand il est déchu du titre royal, comment le désigne-t-on? Il s'appelle Capet, les rois de France. Il s'appelle Capet à cause du premier d'entre eux. Et le premier d'entre eux, c'est un roi qui s'appelle Hugues Capet. Hugues Capet, en 987, l'empire de Charlemagne s'effondre complètement de partout, ce qui avait été l'empire de Charlemagne. Les nobles se réunissent et disent, bah maintenant, il nous faut un roi. Et c'est ce Hugues Capet qui est élu, et ce Hugues Capet, il vient de Paris. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit, bah, chez moi, c'est la capitale. C'est aussi simple que ça. Chez moi, c'est la capitale. Et donc, il règne sur la France depuis ici. D'où la dynastie des rois de France. Louis XVI, il s'appelait Louis Capet. Et Louis Capet, c'est leur nom de famille. Cette, il y a des branches. Une remarque, il y a des branches dans la famille. Des cousins certains ont pris les noms d'autres branches de la famille. Les Bourbons, par exemple. Mais les Bourbons, c'est les Capétiens. Les Bourbons, ils sont issus de Henri IV. À un moment donné, Henri III meurt sans enfant. C'est son beau-frère qui prend le pouvoir. N'empêche que ça reste des Capétiens, mais des Bourbons. De même, un peu avant, François Ier, c'était un Valois. Le roi était mort sans enfant, c'est son cousin qui devient roi. Donc son cousin, ça reste quand même un Capétien, mais son nom propre, c'est Valois, donc on a une dynastie des Valois, une dynastie des Bourbons. Les Bourbons règnent encore sur l'Espagne, par exemple. Les rois d'Espagne actuels, c'est des rois issus de Louis XIV, de Henri IV, et à travers Henri IV, des Capétiens. Quand on est roi d'un tout petit morceau comme ça au début, et qu'on veut imposer son pouvoir royal, mais comment fait-on? Comment faire pour imposer sa loi? Donc, votre camarade s'est rappelé d'un morceau de mon cours, 1539. François Ier fait un édit de Villers-Cotterêts pour essayer d'imposer le français sur tout le territoire national, en justice. Dans le champ de la justice, on parlera français et exclusivement français.
On a une petite anecdote assez amusante sur la manière dont ça s'est passé, cette imposition du français. Un homme de la cour qui s'appelle Pierre de la Ramée, comme on aimait bien les noms latins, il se faisait appeler aussi Ramus, Pierre de la Ramée. Il explique que quand l'édit passe, quand François Ier signe l'édit, personne en France ne veut l'appliquer. Tout le monde trouve ça totalement stupide. Tout le monde préfère continuer à utiliser sa propre langue. Et en particulier, les élus du sud de la France, il y a des parlements régionaux, il y a des parlements régionaux à peu près partout, ils font des lois régionales. Les parlements de Narbonne le parlement de Narbonne envoie des délégués à Paris pour dire au roi qu'il refuse d'appliquer l'édit de Villers-Cotterêts. Et le roi est très très embêté parce que comment imposer à des gens de parler sa langue quand personne dans la région en question ne la parle? Et si aujourd'hui, là, tout de suite, nous sommes envahis par les Chinois et que les Chinois nous disent bah, maintenant vous allez parler chinois, comment faire être sûr que nous parlions chinois comme nous sommes entre nous? Et puis, comment faire pour nous l'imposer? Difficile. Donc, François Ier va un petit peu tergiverser. Il va accepter de les recevoir pour entendre leurs requêtes, mais à condition qu'ils expriment leurs requêtes en français. Or, ils ne parlent pas français du tout, ces élus du sud de la France. Donc, ils vont passer 6 mois dans les auberges parisiennes à apprendre le français. Et au bout de 6 mois, ils vont être reçus en audience pour dire au roi en français qu'ils ne veulent pas parler français. Donc, évidemment, ils passent plutôt pour des imbéciles, ils sont ridiculisés par cette situation-là. Mais oui, François Ier n'a pas d'autre ressort pour essayer de leur faire apprendre le français que de ruser de cette façon-là. Ils ne veulent pas, ben, c'est la vie, en quelque sorte, de la langue. Qu'est-ce qui en France va faire qu'il va y avoir imposition de la même langue partout? Qu'est-ce qui va faire disparaître les langues régionales en France? Ce qui fait véritablement disparaître les langues régionales, c'est la loi de 1880 de Jules Ferry, la loi qui rend les écoles obligatoires. La loi qui rend l'école obligatoire et gratuite. Pourquoi? Eh bien parce que cette loi va signaler que seul le français est en usage dans l'école. Et comme tous les Français doivent aller dans l'école, tous les Français doivent avoir un enseignement en français. Une citation. Petite citation. Le patois, et langue régionale, est le pire ennemi, c'est une citation que vous avez dans mon cours, hein, mon cours il est sur Moodle, le pire ennemi de l'enseignement du français. La ténacité avec laquelle dans certains pays les enfants le parlent entre eux dès qu'ils sont libres fait le désespoir de bien des maîtres qui cherchent, par toutes sortes de moyens, à combattre cette fâcheuse habitude. Parmi ces moyens, il en est un que j'ai vu employer avec succès dans une école rurale de Haute-Provence. Par là. Le matin, en entrant en classe, le maître remet au premier élève de la division supérieure un sou, une pièce, marquée d'une croix faite au couteau. Ce sou s'appelle le signe. Alors, ça n'a rien à voir avec le signe linguistique, mais enfin, c'est la marque. La marque. Il s'agit pour le possesseur du signe, pour le signeur, comme disent les élèves, de se débarrasser du sou en le donnant à un autre élève qui l'aura surpris prononçant un mot de patois. Donc vous, je vous surprends en train de parler alsacien, je vous donne la pièce. Vous cherchez vite, pendant la récréation, quelqu'un qui parlerait, vous lui donnez la pièce. Il faut qu'il l'accepte, il ne faut pas qu'il vous mette un popono ou qu'il mette un coup de pied, ou bon, il faut qu'il l'accepte. Donc, et il passe. Et puis, il circule, et puis à la fin de la journée, ben, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pris à réfléchir au sujet de ce procédé
Ce que je trouve, à côté de réels avantages, un inconvénient qui me semble assez grave. Sur 10 enfants, je suppose, qui ont été surpris à parler patois dans la journée, seul le dernier est puni. Il y a punition. Mais celui qui a la pièce en fin de journée. N'y a-t-il pas une injustice? J'ai préféré jusque-là punir tous ceux qui se laissaient prendre, et je suis heureux de voir qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ça, c'est un texte de 1893 de l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'instruction publique à cette époque-là, l'instruction publique. Donc on chasse tous ceux qui parlent autre chose que le français. Pourquoi? Eh bien parce que le sentiment national, de quoi vient-il? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent français? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent allemand? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent breton? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent, etc. Comment se fabrique le sentiment national? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent ici solidaire avec ceux-là, ou avec ceux-ci, ou avec ceux-ci? Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres, nous avons conscience d'appartenir à un grand groupe? Eh bien, le fait que nous avons des institutions communes, donc il faut imposer des institutions identiques, le fait que nous avons la même justice qui s'exprime partout, on n'est pas toujours justiciable, hein, on n'a pas toujours la même relation à la justice, tous des relations à la justice, on n'est pas toujours confronté aux institutions de la même façon, mais eh bien, l'idée qui émerge avec la Troisième République, c'est que nous sommes tous locuteurs de la même langue. Nous sommes tous porteurs de la même culture. Nous avons tous les mêmes référents linguistiques et au-delà, les mêmes référents culturels. Tout le monde lit du Molière, tout le monde lit du La Fontaine, tout le monde est censé lire du Victor Hugo. Et pourquoi est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons imposé une même langue partout. Parmi les grands rois que l'on pourrait dire, donc 1539, François Ier, les grandes lois d'imposition, enfin de réflexion sur la culture commune, je vous ai donné sous Louis XIII, 1635, la création de l'Académie française. Si on veut parler une langue, il faut essayer de définir la langue. Donc 1536, oui, l'État essaie d'imposer le français dans la justice. Après, il essaye de réfléchir à ce qu'était la langue française exactement, quelles étaient ses règles. Nous avons ensuite la période Louis XIVienne, donc Louis XIV, 1641-1715. Louis XIV, qui est une vaste période de fédération du territoire national. Louis XIV, un grand architecte. Comment s'appelle-t-il cet architecte? Un grand architecte militaire. Oui, Vauban. Interdiction de ne pas le savoir, Vauban, hein, quand on habite Belfort. Il y a un château à 2 pas, il y a des fortifications partout. Qu'est-ce que fait Vauban? Vauban, avec l'armée royale, il conquiert des morceaux et il les intègre dans le territoire national. Et comment fait-il? Eh bien, il le fortifie. Vauban, il va conquérir la Picardie. Il va fortifier l'île. Il va s'emparer de l'Alsace. Il va fortifier les villes alsaciennes. Il va s'emparer de la Franche-Comté. Il va fortifier Belfort. Il va fortifier Besançon. Il va stabiliser la frontière. Louis XIV va stabiliser la frontière avec l'Espagne. C'est le traité des Pyrénées qui va dire, voilà, hein, où est la frontière? Maintenant, elle passe au milieu des Pyrénées. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à toi. Partout, Louis XIV va fortifier les frontières pour déterminer les zones dans lesquelles s'applique son pouvoir personnel. Il y a une idée, c'est qu'il faut créer un sens commun pour être une nation, pour être un groupe collectif. Donc il faut d'abord déterminer ce qu'on parle. Il faut aussi déterminer quelles sont les institutions qui régissent l'ensemble. Il faut déterminer la géographie du lieu, les limites du lieu.
Vous avez sans doute entendu parler du surnom de Louis XIV, c'est le roi Soleil, mais il impose un type de régime qui est un pouvoir absolu, l'absolutisme. Qu'est-ce que désigne la notion d'absolutisme? Ça désigne le fait qu'il va retirer aux nobles locaux, le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne, le duc de Normandie, le duc de Gascogne, il va leur retirer leur pouvoir, il va les amener à la cour, les domestiquer, les soumettre à son pouvoir, en faire des courtisans, et c'est lui qui, à la place, va gouverner les provinces. Il va gouverner à travers ses administrations, à travers son pouvoir militaire et politique. À un moment donné, on a un État éclaté, de plein de grosses puissances, de grands nobles qui sont organisés sur le territoire avec leur langue. Le principe de la royauté française, c'est de grignoter petit à petit les pouvoirs des uns et des autres pour faire un tout unique. La monarchie va mettre 4 ou 5 siècles à essayer de le faire. Ce qui va véritablement réussir à le faire, c'est la Troisième République, 1870-1941, la Troisième République. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va s'appuyer sur de très puissantes institutions, dont deux en particulier, qui sont l'école et le service militaire. Le service militaire devient obligatoire et dure 3 ans. Donc, si par hasard, les garçons avaient échappé aux Français pendant l'école, c'est probable, eh bien, au moins, ils auraient 3 ans à vivre en caserne, à l'autre bout de la France, déplacés, pour apprendre la langue. On crée des institutions qui unifient. Imposition des langues, les langues, une langue devient dominante, eh bien parce qu'elle s'impose vis-à-vis des autres. Et pour le français, c'est une imposition qui est politique. C'est pour des raisons politiques que le français est devenu la langue nationale. C'est parce que c'était la langue des rois de France, c'est parce que pendant 3 siècles, ils ont essayé de l'imposer, et c'est parce que la République a continué le mouvement. C'est le seul moyen pour une langue d'en dominer une autre. Il n'y a pas de raison linguistique. Ce n'est pas parce qu'une langue est plus facile à apprendre qu'une autre qu'elle s'impose aux autres. C'est juste pour des raisons politiques. Pourquoi les Italiens parlent la langue qu'ils parlent actuellement? Ils parlent plus latin, mais quand le latin a disparu comme langue nationale, il s'est parlé de haut en bas de l'Italie, tout un ensemble de langues différentes, des évolutions différentes. C'est quoi la langue actuelle? C'est l'origine du latin, de l'italien. La zone propre de l'italien, comme le français, c'est l'Île-de-France, l'italien qui se parle actuellement, il vient d'où? Ben, il vient de la langue du roi d'Italie. En 1870, l'Italie, elle est unifiée par un roi pour la première fois. Et nous, en France, il y a un roi unique en 987. En Italie, en 1870, il y a eu un roi unique seulement, 1000 ans après. Et ce roi, eh bien, c'est le roi de Piémont-Sardaigne. Piémont, c'est-à-dire le nord d'Italie. Et ce que parlent les Italiens maintenant, c'est la langue du Piémont, c'est la langue du nord de l'Italie. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est moi le roi. Moi le roi. Victor Emmanuel. Que parlent les Espagnols? Alors, depuis une semaine, ils parlent plusieurs langues. Le Parlement espagnol reconnaît plusieurs langues. Donc, pas de chance pour mon cours. Mais l'espagnol, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la langue de Madrid. Et pourquoi c'est la langue de Madrid? Ben, parce que c'est le siège politique. C'est le siège politique des rois de l'Espagne. La langue de la Grande-Bretagne, c'est la langue des Anglais. C'est pas la langue des Irlandais, c'est pas la langue des Écossais, c'est pas la langue des Gallois. C'est la langue des Anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais les ont conquis les uns après les autres. C'est pour des raisons politiques, les langues, on domine une autre. Pourquoi l'Amérique du Sud parlait l'espagnol? Parce que toute l'Amérique du Sud a été conquise par l'Espagne, sauf le Brésil, qui a été conquis par le Portugal. Que parle le Portugal? Il parle brésilien.
Voilà, c'est des raisons politiques qui font qu'une langue triomphe d'une autre. Il y a un cas un peu différent, c'est qu'une langue peut dominer les autres pour des raisons culturelles. On n'a pas vraiment beaucoup d'exemples là-dessus, sauf un qui est quand même assez majeur, c'est le grec. Qu'est-ce que c'est que le grec? C'est la langue d'Athènes. C'est la langue qui se parle à Athènes. Et pas pour des raisons politiques, mais bien plutôt pour des raisons culturelles. C'est qu'à Athènes Athènes s'est trouvé être le gros centre culturel de tout le bassin méditerranéen. C'est là qu'était Platon, c'est là qu'était Aristophane, c'est là qu'était Échille, c'est là qu'étaient les grands auteurs, les grands philosophes, les grands poètes. C'est à Athènes qu'ils vivaient. Et ce qu'ils ont écrit a rayonné sur l'ensemble de la Grèce. Et la Grèce s'est mise à parler l'athénien parce que c'était la langue de la culture. En France, la langue de la culture, au Moyen-Âge, c'est le gascon. Ce n'est pas du tout le français, c'est le gascon. C'est autour de la Gascogne que se forment les gros centres culturels de la zone. Ce qu'on appelle le roman courtois, le roman de chevalerie, la geste arthurienne, le roi Arthur, Excalibur, tout ça, eh bien, ça naît en Gascogne. Ça naît en Gascogne, et c'est donc plutôt du gascon. Il y a un autre cas qui est moderne, celui-là, qui est le cas économique, une raison économique. C'est l'anglais. C'est l'anglais. La langue la plus parlée dans le monde, c'est le mandarin, c'est-à-dire c'est ce qui se parle en Chine, le mandarin. La Chine n'étant pas une puissance économique avérée, sauf depuis 10 ans, ce n'est pas sa langue qui sert aux échanges. C'est la langue des plus gros empires économiques, à savoir l'anglais. Donc il y a une imposition des langues, les langues s'imposent les unes par rapport aux autres, mais elles ne s'imposent pas pour des raisons linguistiques, elles s'imposent pour des raisons extérieures à la langue, de la puissance économique, politique, voire culturelle de ceux qui les parlent. Le français apparaît au IXe siècle, le français s'impose par un lent processus, qui est un processus politique. Dernier point sur notre cours sur les langues. La réglementation des langues si vous préférez, la normalisation des langues. Normalisation, la définition de norme. Réglementation, normalisation. Une langue, c'est théoriquement quelque chose de vivant. Une langue, c'est quelque chose qui se modifie, c'est quelque chose qui évolue, quelque chose qui se transforme. Nous avons démontré des exemples jusqu'à présent. Simplement, quand on fait un usage politique de la langue, on peut difficilement se permettre qu'elle se transforme et qu'elle évolue. Si entre le moment où vous voulez imposer le français et le moment où il s'impose, votre propre langue s'est transformée, c'est un peu chaotique. Si votre langue, si le français qu'on veut imposer, on le décrit, on l'impose, mais que dans les faits, il s'est déjà transformé, il s'est modifié, ça pose un petit problème quant à son imposition. Pour imposer quelque chose, il faut que la quelque chose en question soit stable. Mais entre le moment où le Parlement fait des lois et puis le moment où elles s'appliquent, si les lois changent, ça ne marche pas. Il faut que ce qui s'impose soit quelque chose de ferme et stable. Alors, une petite question, nous, là, aujourd'hui, on parle le français de quelle époque? On ne parle pas le français du serment de Strasbourg. Prodeo amor et nostro commun salvament.
Ce n'est pas le français du 9e siècle, C'est le français de quel siècle que nous parlons-nous? Ben, pour le savoir, il suffit de regarder ce que nous comprenons dans les textes antérieurs. Est-ce que nous pouvons lire Sartre? Est-ce que nous pouvons lire Camus? Est-ce que nous pouvons lire Simone de Beauvoir sans traduction? Donc notre français, c'est celui du XXe siècle. Est-ce qu'on peut lire Victor Hugo? Est-ce qu'on peut lire Balzac? Est-ce qu'on peut lire Zola? Est-ce qu'on peut lire Stendhal sans traduction? Oui. Conséquence de quoi? Ce que nous parlons, nous, c'est le français du 19e. Est-ce qu'on peut lire Rousseau? Est-ce qu'on peut lire Voltaire? Est-ce qu'on peut lire les auteurs du 18e Diderot? Est-ce qu'on peut lire l'encyclopédie Diderot sans traduction? La conclusion, notre français, c'est celui du 18e. Est-ce que nous comprenons La Fontaine, Molière, Corneille, Racine, sans traduction? Maître Corbeau sur un arbre perché tenait de un violon fromage. Maître Renard, lui teinte à peu près ce langage. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Si ça veut dire quelque chose, c'est puisque nous parlons, c'est la langue du XVIe siècle, du XVIIe siècle. La Fontaine, 1625-1691, de tête comme ça. Donc, nous parlons la langue du XVIIe siècle. Est-ce que nous parlons la langue du XVIe siècle? Autrement dit, Ronsard, du Bellay, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, et comme Cestuici, qui conquit la poison, est revenu plein d'usage et raison, vivre entre les siens le reste de son âge. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, etc. Tu en plus la suite et sa robe, votre pareil, aujourd'hui. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Donc, nous parlons français du XVIe siècle. Si je remonte encore d'un siècle, XVe siècle, François Villon, Rabelais, Villon. XVe siècle. Début du XVIe siècle, Rabelais. Est-ce que vous avez souvenir de Rabelais, Pantagruel, Gargantua? Est-ce que vous les lisez en traduction ou en français? Eh bien, en traduction. Effectivement, Rabelais, on le lit en traduction. Alors, si on le lit en traduction, ça veut dire que ce n'est pas la langue qu'on parle. François Villon, XVe siècle. Frères humains qui après vous serez, n'ayez pas vos cœurs durcis à notre égard, car si pitié ne nous braver Dieu, on aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez attachés ici 5-6, quant à notre chair que nous avons trop nourrie. Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie, il y a des morceaux qu'on comprend, et nous les autres devenons cendres et poussière de notre malheur que personne ne se moque, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ben, Villon, c'est la limite. Villon, c'est la fin du XIVe siècle, et c'est le moment où le français est pour nous, c'est le XVe siècle, pardon, 1521. C'est le moment où le français ne nous est plus compréhensible. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie une chose très simple, c'est qu'à un moment donné, le français a été figé, stabilisé, et puis que celui qu'on a appris au siècle qui suit, au siècle qui suit, au siècle qui suit, ben, c'est celui qui était stabilisé, c'est celui qui était figé. Donc, on parle le français du 20e, du 19e, du 18e, du 17e, du 16e, et pas celui du 15e. Donc, ça veut dire que c'est au 16e
c'est au XVIe siècle que le français a été décrit, organisé, normé, a été figé, et que c'est ce français-là qu'on continue à apprendre depuis 5 siècles. Ce que nous parlons, nous, et nous lisons, c'est le français du XVe siècle. Et ce dont il faut avoir conscience, c'est que c'est extrêmement tôt pour une langue d'avoir été figée au XVe siècle. C'est extrêmement tôt d'avoir essayé de normaliser, d'écrire sa langue et d'avoir essayé de bloquer son évolution par la suite. Parce que le reste de l'Europe, parler de l'Europe qui a un accès à l'écrit beaucoup plus tôt que le reste du monde, le reste de l'Europe l'a fait plus tôt dans les 2 siècles qui suivent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Shakespeare, c'est le XVIIe siècle, c'est la charnière entre le XVIe et le XVIIe siècle, 1602. Les Britanniques lisent plutôt Shakespeare en traduction. Lisent plutôt Shakespeare en traduction, alors que nous, les auteurs de l'époque, c'est Corneille, c'est Molière, c'est Racine, on les lit, La Fontaine, on les lit, les auteurs du XVIIe siècle, on les lit sans traduction. Pourquoi? Parce que l'anglais, il était normalisé, figé, plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe. Donc ce que parlent les Britanniques, c'est plutôt l'anglais du XVIIIe, alors que nous, on parle le français du XVIe siècle. À un moment, on fige la langue. Mais ça a une conséquence très importante, c'est que le fonctionnement du français, c'est un fonctionnement, c'est une réglementation, c'est une organisation qui peut se modifier, mais c'est une organisation qui dépend d'un monde qui a disparu depuis très très longtemps. Ça fait 5 siècles que le français fonctionne de la même façon. La question c'est, est-ce que ce français rend compte encore de la réalité du monde actuel? Et je vais, pour vous montrer cela, prendre un exemple. Et cet exemple, c'est l'exemple de l'évolution du français, pardon, de la transformation du masculin et du féminin. Masculin et féminin. Alors, en fait, je n'ai plus de stylo qui fonctionne bien. Voilà. On va s'interroger sur comment les mots du français passent du masculin au féminin. Comment les mots du français passent du masculin au féminin. Je vais vous donner une liste de mots, puis on va essayer de réfléchir au processus linguistique qui fait que les uns passent de l'un à l'autre, masculin, féminin ou féminin. Alors, je vous donne une liste d'une grosse vingtaine de mots. Un saint, un marchand, un passant, un voisin, un duc, un comte, un baron, un chat, un chien, un fermier, un boucher, une voiture, une chaise, un élève, un ministre, une rose, un peuplier, une mouche, une carpe, ou un brochet, si vous préférez. Un brochet, un brochet. Une abeille. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Voilà la liste de mots. Bon. Cette liste de mots, c'est que des objets. Pas pris spécialement d'idées, c'est que des objets concrets. Un boucher, un marchand, un comte,
un duc, bon, etc. Et j'en rajoutais un, et je vais prendre un curé, tiens, pour un objet concret. Ces mots-là, dans les règles habituelles du français normal, devraient fluctuer, puisqu'ils désignent des objets, devraient fluctuer du masculin au féminin. Un saint, une sainte, un fermier, une fermière, un comte, une comtesse, un baron, une baronne. Certains ne fluctuent pas. Alors, par exemple, voiture, ça ne fluctue pas. Une voiture, un, et le camion n'est pas le masculin de la voiture. Si je prends la chaise, le fauteuil, il n'est pas le masculin de la chaise. Alors pourquoi? Pourquoi ces deux noms-là, et je pourrais en prendre d'autres, un radiateur, une table, le tableau n'est pas le masculin de la table. Un stylo, un sac, un cartable. Pourquoi ces mots-là ne fluctuent pas en genre? Oui. Alors qu'est-ce qui fait que le saint et la sainte peuvent fonctionner ensemble, le chat et la chatte peuvent fonctionner ensemble, on dit qu'il y a un masculin et un féminin, et donc voiture et chaise et table, il n'y a pas. Qu'est-ce qui fait que les mots ils fluctuent, masculin-féminin? C'est qu'ils peuvent être occupés par des postes des hommes ou des femmes, mais plus précisément, oui. Alors une fonction, un duc c'est une fonction, ça fait duchesse. Un ministre, mauvais exemple, mais un baron c'est une fonction aussi, un recteur, une rectrice c'est une fonction. Pas d'idée. Pourquoi est-ce que le chat va avec une chatte et le chien va avec une chienne? Le baron avec une baronne, le comte avec une comtesse, le duc avec une duchesse et le fermier avec une fermière. Oui. Alors ça approche, il faut croiser votre information à vous et celle de votre camarade. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de trouver la chose. On a fait une nouvelle salle au troisième étage. Et donc pendant l'été, on a mis toutes les chaises et tous les fauteuils dans la même salle pour tout l'été, on a tout fermé. Puis quand on est arrivé en septembre, hop, il y avait plein de petits tabourets qui jaillissaient partout. Tous ceux-là, ils se reproduisent entre eux. Sauf que la voiture, elle ne se reproduit pas avec les autres voitures. Qui est-ce qui les produit, les voitures? Qui est-ce qui produit les chaises, les stylos, les tabourets, les tables, les chaises, les vitres, les lampadaires, etc. La langue française, elle ne va pas faire fluctuer des mots, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de principe de genre entre les deux, dans ce mot-là. Le principe d'évolution en genre, c'est parce que la langue, elle repère qu'il y a des créatures qui sont mâles, des créatures qui sont femelles, et que quand la créature mâle 1 rencontre la créature femelle 2, ben 1 et 2 fabriquent la créature femelle, la créature numéro 3, qui est les femelles ou autres. Il y a reproduction de la fonction sexuée, genrée, la variation mâle-femelle. La langue, elle désigne des objets comme mâle et femelle, parce qu'elle sait que ils sont dans un principe qui est genré, sexué. Or, sur tout ce qui est fabriqué par l'homme, on a décrété qu'un stylo, une chaise, un tableau, un bureau, un radiateur, on les produit nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de désigner une fluctuation en genre. Donc, la
fluctuation mâle-femelle, elle exclut déjà évidemment tout ce qui relève des objets que l'homme fabrique. Alors pourquoi la mouche? C'est quoi le masculin de mouche? Et c'est pas le moucheron, hein, c'est une autre bestiole, le moucheron. C'est quoi le masculin de mouche? Une mouche, un. Ben non, je viens de vous dire que c'est une autre bestiole, le moucheron. Bon, c'est quoi le masculin d'abeille? Ah non, c'est une autre bestiole aussi. Bon, est-ce que abeille, mouche, vous pouvez m'en trouver d'autres qui ressembleraient et puis qui ne fluctueraient pas en genre non plus? Un moustique, une moustiquaire, non, perdu. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Comment ça se fait qu'elle ne fluctue pas? Et je cherche, puisque je décris, je cherche d'autres cas. Un asticot, une mouche, une abeille, une guêpe, une araignée, les insectes, dit votre camarade, les insectes. Alors moi, j'agrandis un peu insectes. Il y a aussi les arachnides dedans. C'est quoi la différence entre un arachnide et un insecte? Nombre de pattes. C'est 6 pattes ou c'est 8 pattes. Alors bizarrement, en français, les insectes, les arachnides, les vers de terre, et toutes les bestioles de ce type-là, qui se reproduisent, ils ne varient pas en mâle-femelle. Pourquoi le masculin, le brochet? Et ne me dites pas la brochette, hein. Un brochet, une? Non. Si vous mettez une carpe avec un brochet, le brochet va bouffer la carpe, hein, dans un aquarium. Alors c'est quoi le masculin de carpe? C'est quoi le féminin de requin? C'est quoi le féminin de dauphin? C'est quoi le masculin de baleine? Ça serait quoi cette catégorie-là? Ben, en première approche, de même qu'on a dit insecte, on pourrait dire poisson, sachant que les baleines et les dauphins, c'est pas des poissons, mais effectivement, tout ce champ-là, alors ce champ-là, il ne varie pas. Ce champ-là ne varie pas non plus. Un moineau, une moinette. Un veau, un merle. Un corbeau, une. C'est un autre mot qui désigne, effectivement, c'est une bonne remarque. C'est un autre mot qui désigne corbeau, la corneille. Maîtresse renarde sur un arbre, maîtresse quoi? Sur un arbre perché et tenait son sac à fromage. Maîtresse renarde, marche, du tâte à peu près ce langage. Ce serait quoi ça, comme catégorie? Je vais donner la réponse moi-même. Que les oiseaux, les poissons, les insectes, les oiseaux. Une rose, c'est la plante. La rose, c'est la fleur, le rosier, c'est la plante. C'est pas la même chose. Une tulipe, un tulipe. Un lys, une fleur. Un peuplier, essayez de me trouver d'autres exemples qui relèveraient de peuplier. Un chêne, un charme, un marronnier, une. Les arbres. Alors, question, pourquoi ces êtres vivants-là n'ont pas de fluctuation mâle-femelle?
mâle, femelle. Pourquoi le renard, la renarde, et pourquoi pas cela? Et ne me dites pas que ce sont des objets. Oui, pas du tout. Pas mammifère, ni ovipare, ni le mode de votre camarade dit est-ce que c'est le mode de reproduction? Non, c'est pas le mode de reproduction. Oui, ils sont genrés. Ils sont non. Oui, bah alors pourquoi ils sont non genrés en français? Non, mais je veux dire, enfin, c'est des espèces qui sont nivales, quoi. Alors ils sont hermaphrodites, vous voulez dire, comme les escargots. Non, bah non, les poissons, oui, les oiseaux sont petits quand même. C'était pas facile au Portugal de voir si son animal, du coup, on a juste donné un et c'était comme ça. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est qu'effectivement, c'était pas facile de voir qu'ils se reproduisaient de manière genrée. Non, la vraie explication, c'est que jusqu'au 19e siècle, 19e siècle, la grande théorie sur la reproduction qui est en vigueur dans les universités et dans le monde extérieur, c'est celle de la génération spontanée. Génération spontanée. Qu'est-ce que c'est que la génération spontanée? Eh bien, elle nous est décrite par Virgile au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un auteur latin, dans un poème qui s'appelle Les Géorgiques. Le paysan a perdu toutes ses abeilles. Il ne sait pas comment, il n'a plus rien en ses ruches. Il demande conseil aux dieux et les dieux lui disent, bah, c'est simple, tu tues un bœuf, tu le laisses pourrir au soleil 2 jours et tu verras, dans 2 jours, la nature te fabriquera tous les insectes que tu veux. Des nuisibles, des mouches, des moustiques, mais tu auras aussi plein d'abeilles qui tourneront autour, tu pourras les récupérer. C'est exprimé au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une théorie biologique qui fonctionnera jusqu'au 19e siècle. On pensait que la nature fabriquait les êtres vivants et qu'ils ne se reproduisaient donc pas. On pensait que pour fabriquer des abeilles, eh c'était la terre qui les faisait naître à partir de carcasses. Pour fabriquer des vers de terre, ils naissent dans la terre. Pour fabriquer des mouches, eh bien, elles naissent, elles aussi, de la terre. Pour fabriquer des oiseaux, ben, ils naissent de l'œuf. Ils naissent de l'œuf. Voilà, l'oiseau, il pond un œuf. Sauf, évidemment, ceux qu'on avait sous les yeux et qu'on voyait bien qu'ils se reproduisaient. Genre les poules et les coqs. C'est les géorgiques. Géorgiques. C'est au livre 4 des géorgiques. C'est un épisode que peut-être vous connaissez, qui est celui d'Orphée et Eurydice. Orphée et Eurydice, c'est deux amoureux, et Orphée est morte parce qu'elle a marché sur un serpent alors qu'elle était poursuivie par un amoureux transi. Et c'est cet amoureux transi-là qui perd toutes ses abeilles. Alors il se plaint, et puis on lui dit, bah, c'est parce que tu as tué Eurydice que tu n'as plus d'abeilles, c'est une punition des dieux. Il dit, comment on refait? On lui dit, bah, fais pourrir un miel, tu auras tout. On croyait que les arbres, ils poussaient de la terre comme ça, sans aucune interférence, qu'un peu de terre, et hop, ça poussait. On n'a jamais vu un arbre aller se reproduire avec un autre arbre. Ni une rose aller se reproduire avec une autre rose. Il allait prendre ses petites racines et aller. Donc on pensait qu'ils naissaient spontanément de la terre. Et c'était la même chose sur les poissons. Vous avez un étang, dedans il y a des poissons. Mais le fait qu'ils se reproduisaient, qu'ils produisaient des œufs, qu'ils expulsaient des œufs, que le mâle fertilisait les œufs, et puis que les œufs éclosent, ça, on ne l'avait pas compris. Et c'est la même chose sur les poissons, c'est la même chose sur les oiseaux. Conséquence de quoi? La langue française, c'est une représentation du monde. Une représentation du monde. Cette représentation du monde, elle tient compte de ce qu'on comprend du monde. Et comme le français, c'est une langue qui a été figée au XVe siècle, XVIe siècle, eh bien, quand on a défini les règles de transmission, de passage du masculin ou du féminin, on a tenu compte des connaissances scientifiques qu'on avait. Ce n'est pas la peine de faire une carpe et un carpeau, parce que de toute façon, ils ne se reproduisent pas. Ce n'est pas la peine de faire une mouche et un mouchet,
parce qu'ils ne se reproduisent pas. Ce n'est pas la peine de faire, etc., de faire une abeille et un abeillot. Ben, pour pour lesquels ça se voyait, on a fait des fluctuations, genre les poules et les coqs. Ceux-là, on a bien vu qu'il suffit d'avoir une ferme pour voir que des fois les œufs sont fécondés, des fois ils ne le sont pas. Donc des fois ça donne des poussins, des fois ça n'en donne pas. Donc là, on a fait des fluctuations. Sur les oiseaux, c'était plus problématique. Donc la langue, elle est figée à un moment et elle rend compte de la conception du monde qu'on a à un moment donné. On a par exemple fabriqué très récemment une écrivaine. Une écrivaine, c'est un mot qui apparaît à la fin du XXe siècle dans le dictionnaire. Pourquoi? Ben, parce qu'un écrivain, c'est le genre normal. Ceux qui écrivent sont des hommes. Un écrivain a fabriqué, bien qu'il y ait eu au XIXe siècle des grands écrivains, au XVIe siècle, il y en avait aussi. Tous les siècles a vu des grands auteurs femmes, mais c'était tellement exceptionnel que ce n'était pas la peine de fabriquer un mot sur quelque chose qui est anecdotique. Conception du monde, organisation de la langue, une écrivaine. Un ministre. Pourquoi un ministre? Ben parce que, évidemment, on n'a jamais vu faire de la politique à une femme. Une femme politique, c'est absolument absurde. Quelle est la première femme qui a été ministre en France? Non, non. Non, Simone Veil, elle est ministre en 1974. Ça fait quand même un peu tard. Prix Nobel de chimie et de physique, Marie Curie. C'est Marie Curie en 1936. Il y a le Front populaire, Marie Curie devient ministre alors qu'elle n'a pas le droit de vote. Première femme ministre, il y a 3 femmes qui sont ministres dans le gouvernement Blum en 1936 et c'est la première fois. Donc évidemment, un ministre, parce que c'est une fonction qui n'est que masculine. Que masculine. 1936. Curé. Pourquoi est-ce que c'est un masculin, uniquement un masculin? Ben, c'est description du monde aussi. C'est que c'est un métier qui n'est que masculin. Donc, comme c'est un métier qui n'est que masculin, ne peuvent être curés que les hommes. Résultat, c'est un mot qui n'est que masculin. La langue, elle décrit philosophiquement, mais aussi politiquement, le monde qui nous entoure. Donc, elle met des mots sur les objets. Ces mots, ils sont parfois adéquats, ils fonctionnent à peu près, mais l'évolution du monde fait que soit on invente des mots, soit eh bien, on reste avec un état un peu désuet de la langue. Dans mon cours, vous trouverez, je ne reviens pas plus là-dessus, tout un ensemble d'interférences entre les langues, à savoir par exemple qu'il y a des mots étrangers à l'intérieur de la langue française. Les langues étant en contact, elles s'enrichissent les unes les autres. Donc il y a tout un ensemble de mots, par exemple norrois dans la langue française. Quels sont les mots issus du viking, de la langue des vikings dans le français? Eh bien, ce sont en général la spécificité des vikings, à savoir les mots de la navigation. Cabestan, bâbord, tribord, nord, sud, est, ouest. Ça, c'est des mots qui ne sont pas des mots latins, c'est des mots qui sont issus du viking, de la langue des vikings. Ils avaient des spécificités, ils sont mélangés au groupe national, on a gardé les spécificités de leur propre langue à l'intérieur donc de notre langue. Tout un ensemble de mots nous viennent des mots de langue avec lesquels le français était en contact. Sur le celtique d'origine de la langue qui se parlait avant le latin, on a grosso modo les mots plutôt de l'agriculture.
plutôt de l'agriculture. Pourquoi? Caillou, par exemple, le nom qui désigne les semences, les outils agricoles. Pourquoi? Ben parce que les Celtes, les Gaulois étaient des agriculteurs, donc ils avaient des mots bien ancrés dans leur vocabulaire sur leur métier du quotidien. Quand les Romains sont arrivés par là-dessus, ils ont gardé leurs mots, les mots qu'ils savaient eux-mêmes. Au fur et à mesure que les peuples ont eu des relations les unes avec les autres, les langues s'enrichissent de mots empruntés directement des langues étrangères. On va terminer mon cours là-dessus. On va terminer mon cours par une application de la linguistique à l'enseignement des langues, l'enseignement en particulier du français. Mon cours sur donc le petit exercice final que nous allons faire là, c'est un exercice qui va faire la transition entre mon cours de grammaire et mon cours de linguistique. Dans mon cours de grammaire, je vous ai dit que sur les noms, ce qu'on pouvait vous demander, c'est la présence du déterminant ou pas. Vous aviez d'ailleurs un exercice à faire là-dessus, on verra ça la prochaine fois. Quand est-ce qu'un nom a un déterminant, quand est-ce qu'il n'en a pas? Mais je vous avais dit qu'il y avait d'autres choses que l'on apprenait aux élèves, d'autres notions qu'on apprenait aux élèves qu'il fallait savoir manipuler. Et une de ces notions, c'est la fluctuation masculin-féminin. Je vous avais dit qu'il y avait une autre notion, c'était l'expansion du groupe nominal. C'était les fonctions du nom. Bon, ben ça, on les verra les unes après les autres. Mais, eh bien, essayons de creuser masculin ou féminin. Aux élèves, vous allez apprendre que les noms masculins, ils fluctuent au féminin. Les noms masculins fluctuent au féminin, les noms féminins, ils fluctuent au féminin. De l'un à l'autre. Ben, les élèves, ils vont vous dire pourquoi les poissons pas, pourquoi les plantes non plus, pourquoi il faut répondre d'avoir une première catégorie, que toutes celles que j'ai fait ici, les fleurs, etc., ça ne change pas. Vous ne leur expliquerez pas forcément pourquoi, mais il faut que vous sachiez vous pourquoi. Dans la langue française, parce qu'on a une conception historiquement fausse de la langue, de la réalité, pardon, la langue est là tout un ensemble de mots qui ne fluctuent pas, masculin, féminin. Une autre catégorie, c'est évidemment les objets. Une autre catégorie, donc, je vous ai expliqué pourquoi. Les objets sont fabriqués par les hommes, donc ils n'ont pas besoin d'un masculin ou d'un féminin. Une autre catégorie, c'est les fonctions qui sont uniquement genrées. Un curé, il n'y a pas besoin d'un féminin, puisque ça ne peut être fait que par un homme. Un rabbin, un imam, sont que des hommes. C'est que très tardivement, à la fin du XXe siècle, on a fait par exemple une rabbine, on a fait une pasteur, on a fait une écrivaine, parce que la fonction s'est féminisée. Donc tout un ensemble de fonctions. Je vous donne un exemple encore. Un seigneur, le seigneur du château, il n'y a pas de féminin. Pas de féminin parce qu'une femme qui dirige un château au Moyen-Âge n'existe pas. Donc ce ne sont que des fonctions masculines. Certaines fonctions ne sont que féminines. Pendant très longtemps, on a eu une école d'infirmières, et uniquement une école d'infirmières dans la République française, parce que ça a métier de femme. Maintenant, on parle d'école d'infirmiers, globalisée et généralisée, mais c'était plutôt l'école des femmes. Le masculin de sage-femme. Alors, ne me dites pas sage-homme. Qu'est-ce que c'est? Exact, camarade de la culture grecque de surcroît. Soit vous dites, moi je dis, je suis sage-femme, tant qu'homme, bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est possible. Soit on a inventé un mot, et on a inventé un mot sur le grec, accoucher, maïotique. Vous vous rappelez que Socrate, dans ses discours sous l'homme de Platon, il fait accoucher des idées à ses interlocuteurs.
c'est ce qu'on appelle la maïeutique socratique. On accouche d'une idée. Donc le mot grec qui veut dire accoucher, c'est maïos. On a fabriqué donc maïeuticien, celui qui fait accoucher. Donc des fonctions que masculines que féminines, le monde changeant, on invente des mots. Une sage-femme, un maïeuticien. Une sage-femme, un sage-femme. C'est plus compréhensible. Si le médecin vous dit vous prendrez rendez-vous avec le maïeuticien, il n'y a pas de second qu'il s'agit. Le maïeuticien. Bon, puis alors ensuite, on a tout un ensemble de mots qui fluctuent en genre et en nombre. La question que vous devez savoir, c'est comment ils font pour fluctuer en genre et en nombre. Vous allez dire aux élèves, un marchand, une marchande. Un passant, une passante, un saint, une sainte, un voisin, une voisine. Ça, c'est ce que savent les élèves. Mais vous êtes à Bac plus 5. Donc vous devez avoir l'explication linguistique de cela. L'explication linguistique. Il y a l'explication philosophique, les oiseaux, les plantes, les machins, génération spontanée, les objets, les fonctions. Et puis après, les autres, ils fluctuent. Alors, un saint, une sainte, qu'est-ce qu'on fait pour passer du masculin au féminin? Un saint, une saint-e. Un saint, une saint-e. C'est ça qu'on dit, Saint Bernadette est allée, Saint Bénédicte et Saint Sleuth. Oui. Alors, la nature du problème, comme vient de le signaler votre camarade, c'est que la langue, c'est de l'écrit et de l'oral. Donc, il faut arriver à analyser ce qui se passe à l'écrit, ce qui se passe à l'oral. Vous me répondez, on ajoute E. Ça, c'est un phénomène qui est écrit. À l'écrit, un certain nombre de mots masculins vont passer au féminin par l'ajout de quelque chose. Et à l'oral, un certain nombre de mots masculins vont passer au féminin par l'ajout de quelque chose. Et en l'occurrence, votre camarade l'a dit, le T va s'entendre, c'est-à-dire qu'on va passer de saint à sainte, sainte, une sainte. Sainte Bénédicte a fait je ne sais pas quel miracle. Et la description que vous devez pouvoir proposer en termes de concours, c'est une description qui analyse le passage du masculin au féminin, non pas dans ce qu'il donne du départ à l'arrivée, mais selon des termes qui sont des termes de la linguistique. Et pour ça, eh bien, il va falloir nous maîtriser deux grandes notions, qui sont la notion de phonème et la notion de graphème. Les phonèmes et les graphèmes. À savoir que pour passer à l'écrit de saint à sainte, on a ajouté une lettre qu'on appelle un graphème. Graphème, je vous rappelle que c'est une unité graphique distinctive. C'est une lettre différente d'une autre. On a donc ajouté un graphème. Et qu'est-ce qu'on fait à l'oral? Saint, saint, c'est écrit comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce saint? Eh bien, on a ajouté un te, sainte. Donc, on ajoute un graphème à l'écrit, on ajoute un phonème à l'oral. Les élèves, vous allez leur dire un saint, une sainte. Au concours, vous allez leur dire ajout d'un graphème à l'écrit, ajout d'un phonème. Alors, ce qu'on va essayer de fabriquer ensemble, c'est un petit tableau qui essaie de tenir compte des deux phénomènes à la fois. Oui. Oui. Et un phonème à l'oral. Tableau des transformations
engendre des nombres. Tableau des transformations en ordre des nombres. Donc, nous allons faire un petit tableau. Prenez-le dans le sens large de votre feuille. Mon tableau, il va essayer de déterminer ce qui se passe à l'écrit et oral, pas voir un phénomène de transformation. Tout ce qui se trouvera dans la colonne du dessus, ligne du dessus, pardon, ce sera l'explication des transformations orales, écrites. Et tout ce qui se trouvera en vertical, c'est des explications orales. Je vais changer de couleur pour que ce soit visible. Qu'est-ce qui se passe à l'écrit? Eh bien, je vais avoir ajout d'un graphème. Ajout d'un graphème. Et à l'oral, qu'est-ce que je vais avoir? Ajout. Alors, pour gagner un peu de place, je vais mettre juste plus. Plus. Tous les mots qui seront dans cette colonne-là, c'est des mots pour lesquels on ajoutera un graphème. Et tous les mots qui seront dans cette ligne-là, c'est des mots pour lesquels on ajoutera un son, un phonème. Alors, je vais mettre ici 5. Qu'est-ce qui se passe à l'écrit? Eh bien, plus E. Et puis, je vais mettre la transcription. Sur l'ordinateur, il me le faut donc comme ça. Et avec un T. Plus le T. Le mot 5, qu'est-ce qui lui arrive? À l'écrit, ajout d'un graphème, il est là. À l'oral, ajout d'un phonème, il est là, c'est le T. Est-ce que là-dedans, il y en a un autre qui fonctionne comme ça? Alors, marchand 2 à l'écrit, me, a, re, de, en, marchand. Qu'est-ce que ça devient à l'oral? Eh bien, marchand de. Donc, à l'écrit, on en ajoute un comme ça, on en ajoute un comme ça ici. Donc, mot dans la même catégorie, dans cette case-là, on a donc marchand plus E, et on a marchand plus 2. Oui, soit dans la description, on dit, bah, là on a ajouté te, là on a ajouté de, là on a ajouté te, là on a ajouté de, là on a ajouté e, la lettre e. Soit on généralise pour ces mots-là, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une lettre, on appelle ça un graphème. À l'écrit, on ajoute une lettre, à l'oral, on ajoute un son. Et donc, cette case-là dans mon tableau, elle va s'expliquer comment? C'est des mots qui s'expliquent à l'écrit par l'ajout d'un graphème et à l'oral par l'ajout d'un phonème. Alors, essayez de m'expliquer celui-là.
c'est de la description. Hein, c'est purement de la description. Qu'est-ce qui se passe quand je passe à l'écrit de chat à chat? Hein, votre camarade le dit, il y a plusieurs manières de voir la chose. La plus simple, c'est de rajouter deux graphèmes. Voilà. Donc, dans cette colonne-là, c'est ajout d'un graphème. Donc, il m'en faut une autre. Il m'en faut une autre. Et je vais mettre plus deux graphèmes. Alors, voilà, effectivement, c'est ça, de l'esprit critique. C'est pas dans cette case-là, puisque là, c'est ajout d'un graphème. Donc, ce sera dans une autre case, ajout de deux graphèmes. On va mettre un S, après ce mieux. Deux graphèmes. On peut faire une autre explication aussi. C'est le doublement du dernier plus 1. Doublement du dernier plus 1. Doublement d'un graphème plus un graphème. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans, dans la liste que j'ai là, qui fonctionnerait pareil à l'écrit? Eh bien, chien, vous voyez, c'est pas TE. Vous voyez, vous pourriez me dire, là, ben, on ajoutait un T et un E. Ça serait une catégorie. Mais, et ici, vous me diriez, on a ajouté un N et un E. C'est une catégorie aussi. Mais si on va un peu plus loin, ben, en fait, on en a ajouté deux ici, deux ici, deux ici. Voilà. C'est le même phénomène. On en ajoute deux, deux, deux. Donc, ces phénomènes-là, à l'écrit, sont les mêmes. Et si on essaie de généraliser encore un peu plus, on s'aperçoit que c'est le doublement de la dernière lettre plus l'ajout d'une lettre. Doublement de la dernière, ajout. Doublement de la dernière, ajout. Alors maintenant, est-ce qu'il fonctionne à l'oral pareil que celui-là? Chat, chatte. Je, a, chat, cat. Ben, effectivement, on ajoute un phonème. Donc, ils vont aller dans cette ligne-là parce que il fonctionne avec ajout d'un seul phonème. Et j'ai che, a, plus te. Ici, j'ai ajout d'un phonème. Ici, j'ai ajout d'un phonème. Et bien, entre saint et chat, c'est le même phénomène à l'oral. On ajoute un phonème. Un chat, une chatte, un saint, une sainte. C'est le même phénomène. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans la même ligne. Il se passe la même chose quand on les décrit. À l'oral, plus un phonème. Mais à l'écrit, c'est pas le même phénomène. À l'écrit, on rajoute un graphème pour saint, pour marchand, pour passant. En revanche, on en ajoute deux, deux pour chatte. Donc, c'est pas la même description du phénomène. Alors, essayons de compléter avec celui que nous avons là. Sur Baronne. Donc, Baronne, on a dit deux graphèmes. NN, NE. Deux graphèmes. Qu'est-ce qui se passe à l'oral? Un baron, une baronne. Essayez de l'écrire baron en phonétique. Ouais. Ensuite, il nous faut un baron. Un baron.
Alors, est-ce que c'est une baronde? Un baron, une baronde. Si c'est une baronde, ben, on rajoute un nœud. Mais le problème, c'est que ce n'est pas baronde. Ce n'est pas une baronde. C'est une baronne. Donc, ça veut dire que là, on va passer sur un O. Baron. Plus un nœud. Baronne. Baron. Baronne. En fait, il y a un son qui songe. Un son qui change. Il y a un son qui change. Un son change et on en ajoute un. Donc, ce n'est pas des cas que nous avons là. Ce n'est pas plus un phonème, c'est une autre catégorie qu'il faut vérifier. Chat. Ici, on a changement d'un phonème plus un phonème. Changement d'un phonème plus un phonème. À la description écrite, c'est plus 2. Donc, on aura bien baron de E. À l'écrit, c'est bien plus 2. Mais à l'oral, eh bien, il y a changement d'un phonème, oui, changement d'un phonème, plus un phonème. Vous marquez ça là-dedans. Comment expliquer ce qui se passe ici? Eh bien, on monte, plus 2 graphèmes. On va voir dans la colonne initiale, changement d'un phonème, plus un phonème. Chat, on a l'impression que c'est différent de saint, et pourtant, à l'oral, c'est pareil. Baron, on a l'impression que c'est la même chose que chat à l'écrit, certes, mais à l'oral, c'est différent. Donc, chien. Lieu 1. Chien. Lieu 1. Lieu 1. C'est pas une chienne, un chien, une chienne. C'est une, je, lieu et ne. Et donc là aussi, on a transformation. Le 1 est devenu un et. Le 1 est devenu un et. C'est exactement comme baron. C'est-à-dire c'est plus 2, à l'écrit, plus 2, NE, plus 2. Mais à l'oral, on en change un. Le 1 devient et on rajoute 9. La langue, elle est régie par des règles. Ces règles sont anciennes, ces règles sont héritées d'histoire, mais à un moment donné, ces règles elles sont figées. Ces règles, on va les apprendre aux élèves. Mais vous, ce que vous devez faire, vous devez devoir les justifier. Pourquoi c'est comme ça? Vous devez savoir les expliquer. Et surtout, vous devez savoir les décrire. Parce qu'à vos élèves, vous direz 2 NE. Bon, point barre. En termes de concours, vous devrez savoir ce qui se passe à l'écrit et ce qui se passe à l'oral. Alors, comme on arrive à la fin de l'heure, vous réfléchirez pour notre prochain cours sur Duc et Comte. Allez, puis je vous rajoute bouffée pour aller avec Duc, Comte et Boucher. Que se passe-t-il à l'écrit et à l'oral? Et comment on pourrait fabriquer des cases ou réutiliser les cases déjà existantes du tableau sur Duc, Comte ou Boucher? Bon, c'est tout pour aujourd'hui.